Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de l'avancement d'une transformation chimique. Nous sommes dans le chapitre sur l'avancement d'une transformation chimique et nous allons voir pourquoi il est important de suivre cette transformation. Commençons tout de suite par parler de cet avancement et de sa définition. Il faut comprendre qu'une transformation chimique n'est pas forcément immédiate. Cela signifie qu'elle peut être considérée en différents états en fonction de justement est-ce qu'on est plutôt au début ou à la fin de la réaction. Pour cela, on définit une grandeur en mol qui s'appelle l'avancement, qui détermine la quantité de matière qui est en train de réagir. Cela va être ajusté en fonction des nombres stoichiométriques parce que toutes les espèces chimiques ne réagissent pas en même proportion. Lorsque l'on va être au début de la transformation chimique, à ce moment-là, les réactifs n'ont pas encore commencé à disparaître. C'est ce que l'on va appeler l'état initial et dans ce cas-là précis, l'avancement vaudra 0, il sera nul. Au fur et à mesure de la transformation chimique, l'avancement augmente, ce qui fait que les réactifs vont disparaître et les produits vont apparaître. Donc pour chaque étape intermédiaire de la transformation chimique, je pourrais définir une valeur de l'avancement. L'avancement est donc une variable et je pourrais tracer l'évolution des quantités de matière en fonction de l'avancement de la transformation chimique. Ce que l'on voit, c'est qu'en fonction des quantités initiales de réactifs, on a une fonction affine décroissante qui va donc permettre de voir l'évolution des réactifs en train de disparaître. De façon analogue, si je regarde l'expression de la quantité de matière qui évolue pour les produits, je trouve une fonction qui est linéaire et qui donc augmente au fur et à mesure de l'avancement. Lorsque ma transformation n'évolue plus, c'est-à-dire lorsque les quantités de matière restent constantes, on atteint ce que l'on appelle l'état final. Ce n'est pas forcément un état pour lequel tous les réactifs ont disparu et où le maximum de produits est apparu, c'est tout simplement lorsque la transformation s'est arrêtée. Finalement, ce que l'on peut voir simplement, c'est que chaque espèce chimique réagit en fonction de son coefficient stoichiométrique. Donc je peux déterminer la quantité de matière qui apparaît ou qui disparaît pour chaque espèce chimique en multipliant l'avancement par le nombre stoichiométrique. Je vais bien prendre en compte le fait que les réactifs disparaissent, donc je vais retirer cette quantité de matière, alors que pour les produits, ils apparaissent et donc la quantité de matière doit augmenter, donc je vais ajouter ce calcul. Prenons tout de suite un exemple en établissant ce que l'on appelle un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est un tableau qui permet de suivre l'évolution de la transformation chimique en fonction des différents états justement de la transformation. Pour cela, dans ce tableau, on inscrira l'équation de la réaction et dans une colonne juste avant, on va pouvoir mettre les différents états avec les valeurs de l'avancement. Ainsi, on se retrouve avec 4 lignes, c'est-à-dire une pour la transformation chimique, une pour l'état initial, une pour l'état intermédiaire, c'est-à-dire celui qui est en train de se faire, et une pour l'état final. Pour l'état initial, je vais tout simplement noter que x est égal à 0. Pour l'état intermédiaire, je vais juste noter x comme étant une variable indéterminée, alors que pour l'état final, j'aurai une valeur fixée, notée xf. Je vais séparer en colonne toutes les quantités de matière des réactifs et des produits. Pour que ce soit un petit peu plus visuel, au niveau de la flèche de la réaction, je mettrai une double barre pour bien que l'on sépare d'un côté les réactifs qui disparaissent et de l'autre côté les produits qui apparaissent. Finalement, dans chaque case du tableau, je vais noter la quantité de matière qu'il y a dans l'état indiqué en début de colonne. Ce qui fait qu'à l'état initial, on a tout simplement les quantités de matière initiales de chacun des réactifs, souvent appelés Ni ou N0. Pour les produits, attention, parfois il n'y aura pas de produit à l'état initial, cela signifie qu'on mettra 0 et 0, et dans certains cas, il est possible qu'il y ait déjà une certaine quantité de matière des produits pour une raison autre que celle de la transformation chimique. Il faudra bien les noter si jamais elles sont présentes. Dans la ligne juste en dessous, je vais tout simplement indiquer ce qui a réagi, c'est-à-dire que je vais avoir la quantité de matière que j'ai notée dans la ligne précédente, moins l'avancement ou plus l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire, pour la partie des réactifs, je vais mettre moins le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement, et dans la partie des produits, je vais mettre plus le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement. Et ainsi, je remplis comme cela mon tableau d'avancement. Pour la dernière ligne à l'état final,
je vais tout simplement remplacer x par xf. En fonction des données de l'énoncé, je pourrais me retrouver avec une valeur de quantité de matière finale de produit ou de réactif qui me permettra de déterminer cet avancement final. Voyons maintenant dans un grand 2 la notion de réaction totale ou non totale. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'une transformation chimique ne se réalise pas forcément en totalité. Certaines transformations sont limitées, équilibrées, et à ce moment-là ne vont pas à 100% de leurs possibilités. Dans ce cas-là, la totalité des réactifs n'ont pas disparu. Dans certains cas, la transformation chimique va consommer la totalité des réactifs disponibles. À ce moment-là, on va dire qu'elle est totale. Dans ce cas précis, l'avancement final aura une valeur qui s'appelle l'avancement maximal, c'est-à-dire x max. Lorsque les transformations ne seront pas totales, on pourra quand même hypothétiquement calculer un x max, c'est-à-dire qu'on pourra supposer qu'une transformation est totale, ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas. Il nous suffira alors de comparer la valeur de xf avec la valeur de x max. Si ces deux valeurs sont différentes, cela signifiera que la transformation n'est pas totale, alors que si les deux valeurs sont identiques, c'est que la transformation est totale. Lorsqu'une transformation est totale, mais que les réactifs n'ont pas été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire avec un multiple qui correspond à leur nombre stoichiométrique. Dans ce cas-là, il y a un des réactifs qui disparaîtra en premier, et ce réactif est appelé le réactif limitant. Comme il disparaît, c'est lui qui va limiter la transformation chimique si elle est totale. De façon simple, je peux voir dans mon tableau d'avancement que la quantité de matière du réactif limitant sera nulle à l'état final, qui sera aussi l'état maximal. Pour pouvoir a priori, c'est-à-dire avant de remplir le tableau d'avancement, déterminer quel sera le réactif limitant, il suffit de comparer le rapport entre la quantité initiale de réactifs introduits et leur coefficient stoichiométrique. Il suffit de prendre le plus petit et celui qui aura le rapport le plus petit sera le réactif limitant. Systématiquement, le réactif limitant permettra de déterminer la valeur de l'avancement maximal, puisque comme c'est lui qui limite la réaction, on ne peut pas continuer la réaction au-delà. Il y a un cas particulier où justement les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. À ce moment-là, tous les réactifs auront leur quantité de matière nulle en fin de réaction si la réaction est totale, puisque tous les réactifs vont réagir dans les mêmes proportions en même temps et en partant de la même base. Cela aura pour conséquence la disparition totale des réactifs et l'apparition de la quantité maximum de tous les produits. Pour finir, on peut définir ce que l'on appelle le rendement de la réaction. C'est tout simplement quelle est la proportion de matière qui réagit par rapport à ce qu'elle aurait pu au maximum produire. Donc finalement, le rendement, c'est tout simplement le rapport entre xf et xmax. C'est un nombre sans dimension qu'on peut aussi exprimer sous forme de pourcentage, qui sont compris donc entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. On comprend facilement qu'une transformation totale a un rendement de 100%. Voilà, ce chapitre est assez court et terminé. J'espère que tu as bien compris cette histoire d'avancement final, maximal, de rendement et surtout comment remplir un tableau d'avancement. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et puis à la prochaine.